L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée à les Juifs français et l'octroi de la citoyenneté. L'invité est l'historien André Burguière, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive, et le philosophe François Guéry. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes extrêmement heureux de recevoir notre invité et ami, l'historien André Burguière. Alors, voici pourquoi. Le philosophe et ses questions, le philosophe, surtout la philosophie politique, se trouve quelquefois là où on ne va pas la chercher. Ainsi en va-t-il de la citoyenneté, car la première année de la Révolution, on en a énormément, en 1789, donc on en a énormément discuté. Il y a eu un grand débat, justement, pour reconnaître aux Juifs la citoyenneté. Traditionnellement, on a considéré cette émancipation au fond comme un accès à la citoyenneté sous la forme d'un don, n'est-ce pas, fait par la Révolution juive de France. Or, je vais dire que le grand mérite, n'est-ce pas, du livre d'André Burguière, que je montre à la caméra, c'est d'avoir expliqué, de nous expliquer, archives à l'appui, que dans ce combat pour la citoyenneté française, la communauté juive parisienne a joué un rôle extrêmement actif. Donc nous lisons un très court extrait de son livre avant qu'il réponde à nos questions. Permis de séjour aux éditions Arquet 2022. Le combat des Juifs parisiens pour la citoyenneté. Les Juifs, avant la Révolution, n'avaient aucune existence légale. Ils n'avaient aucun droit, pourrait-on dire, en paraphrasant le « Qu'est-ce que le tiers-état » de Sieyès. Ils veulent les mêmes droits que tout le monde, ajoutait-il. Ils écrivent dans leur adresse du 26 août 1789 à l'Assemblée, je cite, « Les Juifs résidant à Paris, pleins d'admiration à la vue des actes multiples de justice qui émanent de l'Assemblée nationale, ont osé se flatter que leur sort n'échapperait point à votre prévoyance. Les Juifs, malgré leur souffrance, ont tout subi en silence. Le Juif est un homme, ce titre nous appartient comme à tous les membres de la société. Les droits qui en dérivent nous appartiennent donc également. Nous sommes français. Ce geste simple par lequel les Juifs parisiens ont pris date dans le processus de légalisation de leur corps légionnaire a été le levier décisif qui a déclenché le mouvement d'émancipation des Juifs, non seulement en France, mais aussi plus largement dans le reste de l'Europe. Merci beaucoup Alexis. Alors avant de me tourner vers vous, cher André Burguière, je veux dire au fond quelques mots, n'est-ce pas, sur vous, notre illustre invité, car sans vouloir offenser votre modestie, qui est grande, trop grande à mon gré, eh bien, je tiens à rappeler à nos auditeurs que vous êtes un excellent historien, spécialiste, n'est-ce pas, de l'histoire de la famille, l'un des fondateurs de l'anthropologie historique, et que vous avez occupé des fonctions décisives, en particulier au secrétariat des Annales, la grande revue Annales, Économie, Société, Civilisation, au moment d'ailleurs de sa plus grande influence et de sa plus grande expansion. Vous étiez proche de Fernand Braudel, vous avez été plus tard un ami très proche de Jean Daniel, vous étiez aussi, vous connaissiez aussi très bien François Furet. Et une chose qui m'a été très sensible, parce que, comme beaucoup de gens, je l'ai découvert, au fond, en quelque sorte, grâce à vous, après Raymond Aron, François Furet, Jean Béchler, eh bien, vous avez, en fait, permis qu'en France, on prenne contact avec l'œuvre de Norbert Elias. Et j'ajouterais, parce que c'est un autre trait de votre personnalité, que vous avez toujours été un militant de gauche, d'abord au PSU, ensuite au Parti socialiste, mais aussi un directeur, un professeur et un directeur d'études exceptionnel, aimé de ses étudiants que vous avez, ou de ses doctorants, que vous avez rassemblés dans des grandes entreprises collectives, le dictionnaire des sciences historiques, l'histoire de la famille, et enfin, un professeur extrêmement apprécié aux États-Unis. Donc, nous sommes très contents de vous entendre, cher André Burguière. Alors, je voudrais donc vous poser un certain nombre de questions. Et la première question, j'entre dans le vif du sujet. Vous montrez que la communauté juive parisienne, dont on fait très rarement état, n'est-ce pas, ni cas ni état, eh bien, a joué un rôle dans la décision finale du 28 septembre 1791 à l'Assemblée nationale, lorsque l'Assemblée nationale a enfin décrété que les Juifs
pouvaient jouir de tous les droits de citoyens actifs. Est-ce que vous accepteriez très rapidement d'évoquer, au fond, les étapes et les moyens de leur combat? André, est-ce que vous pourriez nous le dire très rapidement? Ce combat a été d'autant plus remarquable qu'ils étaient peu nombreux, effectivement. Combien étaient-ils au début du XVIIIe siècle? Il n'y avait quasiment pas de juifs à Paris. Les mesures antireligieuses ne frappaient pas uniquement les juifs, d'ailleurs les jansénistes également, avaient fait que, bon, il y avait une sorte d'intolérance officielle, ils avaient disparu. Ils réapparaissent, on les voit quand on suit dans les archives, des tout petits groupes, ils passent d'ailleurs. Officiellement, à Paris, ils n'ont pas le droit de résider. Donc, ils demandent un passeport pour 1 an, pour 2 ans, et puis on voit le nombre augmente, et finalement, il y a un petit groupe qui existe de façon quasi permanente, mais en même temps de façon officieuse, puisque officiellement, ils n'ont pas le droit d'être à Paris. Ce sont ce qu'on peut appeler les Juifs parisiens. En fait, il y en a 2 groupes. Oui. Il y a un groupe, c'est ce qui m'avait frappé, c'est ce qui m'a amené au début de m'intéresser à ce milieu, c'est que ces 2 groupes qui ne se mêlent pas, qui ne se marient pas entre eux, qui se rencontrent uniquement aux enterrements. C'est ceux de la rive droite qu'on appellerait des Askénazes, c'est-à-dire on les appelait les Juifs allemands, même si la majorité d'entre eux viennent de Metz, qui était français. Voilà. Péché, là, qui avait été bien sûr. Annexé. Et sur la rive gauche, ce sont, on les appelle les Bordelais, ou on les appelle, mais ce sont des Juifs du Midi. En fait, ils viennent de Bordeaux, mais ils font en général le commerce de la soie. Or, à ma connaissance, on n'a jamais produit de la soie à Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils viennent en fait des États du Pape. Ils venaient d'Avignon, etc. Et puis, il y a des séfarades qui viennent carrément d'Espagne, de Bayonne aussi. Voilà. Et ces 2 groupes très hétérogènes, qui ne se rencontrent jamais, ont joué des rôles différents, c'est-à-dire que les Juifs de Bordeaux ont essayé de... Qui avaient déjà des droits. Qui avaient des droits. Des privilèges. C'est tout le problème, qui avaient des privilèges. Oui. D'ailleurs, leur faiblesse, c'est qu'ils n'ont jamais renoncé à l'idée de privilèges. Ils sont toujours restés des Juifs d'Ancien Régime. Ils ont d'ailleurs voté aux États généraux. Non seulement ils ont voté aux États généraux, mais à Bordeaux, ils ont eu le droit, ils ont failli envoyer un délégué aux États généraux, qui était Gradis, qui était le plus riche d'entre eux, qui était un grand armateur, pour lequel d'ailleurs le roi avait beaucoup de reconnaissance, parce qu'il avait financé le transport des troupes pour la guerre d'Amérique, pour la seule victoire de la France au XVIIIe siècle. Oui. Et puis, il était en même temps donc... Bon, ils étaient très installés. Tandis que les Juifs de l'Est... Tandis que les Juifs de l'Est, d'abord, et ils avaient de bonnes relations avec le reste de la population, en particulier avec le reste de la bourgeoisie, y compris dans les petites villes du sud-ouest où il y avait quelques... Ce n'était pas le cas, donc... Non, dans l'Est, ils étaient au contraire mal vus. On a demandé plusieurs fois leur expulsion. Et d'ailleurs, au début de la Révolution, il y a un véritable pogrom. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'abbé Grégoire a pris la plume pour les défendre. Pour défendre les Juifs de Metz et a demandé, au contraire, à l'Assemblée nationale, je crois que c'est le 3 août 1789, que la complète émancipation des Juifs. C'est ça. Oui. C'est ça. Et alors, le problème, c'est que cette émancipation, ils ne l'ont pas obtenue tout de suite. Ça a été très discuté, finalement. On s'aperçoit que ça a été finalement voté, je crois, le dernier jour de la Constituante, c'est-à-dire juste avant de se séparer. Là, on a un peu accéléré les choses. Il y a un parallèle avec le divorce. C'est très curieux, parce que le divorce, c'était une question qui, au XVIIIe siècle, n'avait pas été soulevée, puis qui devient une méga question au début de la Révolution. Et c'est beaucoup discuté. Les moyens qu'ils ont utilisés, parce que vous parlez beaucoup d'un avocat qu'ils ont recruté, Jacques Godard, et puis de Baer, n'est-ce pas? Oui. D'un très bon alors représentant. Baer était le représentant des Juifs de l'Est. Hein. Il était riche, il était très influent, et c'était lui qui a créé un véritable lobby, etc. Godard, c'est autre chose. C'était un avocat parisien, il habitait rue des Blancs-Manteaux, là, dans ce qui est actuellement le 4e arrondissement, et il s'était intéressé, il aimait s'occuper de causes qui pouvaient intéresser le grand public. Les gens adoraient les causes générales, c'est-à-dire il avait défendu, par exemple, un noir
contre ses copropriétaires blancs aux Antilles. Et ça, les gens, il avait perdu le procès d'ailleurs, mais les gens ont adoré et ça lui a fait une très grande réputation. Et Godard, est-ce que c'est Baer il avait défendu un type contre des Juifs? Et c'est pour ça peut-être que Baer l'a choisi. Il a dit comme ça, lui, on ne pourra pas le soupçonner de sympathie naturelle à l'égard des Juifs. Oui. Et c'est Baer qui est venu le chercher, qui lui a dit « occupez-vous de nous ». J'ai d'autres questions, mais je vois que notre ami Alexis, la sienne lui brûle les lèvres, et donc je la laisse vous l'adresser. Désolé, oui, mais parce que là, la reconstitution historique à laquelle se livre André est passionnante. Et donc, me vient aussi un autre nom, c'est celui de Zalkin Hurwitz. Quel a été son rôle, justement, dans cette nationalisation complète des Juifs au moment de la Révolution, André? Écoute, à ma connaissance, il n'a pas eu de rôle primordial. Il venait, il a mis surtout en rapport les Juifs de Paris avec les Juifs de Lorraine, et même d'Allemagne. Moi, je le soupçonne d'avoir été sabbatéen. D'avoir comme tant d'autres, c'est-à-dire d'avoir été un dissident du judaïsme, mais qui était donc qui étant un partisan de Shabbatai Tzvi. Oui. Il y en a eu pas mal, hein, et on les trouve de façon très importante au moment du directoire. Sur cette question de la citoyenneté, François, qu'est-ce que oui, je voulais faire une réflexion après avoir écouté André Burguière. Il me semble que par un aspect, les Juifs étaient tout de même liés à l'Ancien Régime, pas tous sans doute, parce qu'on a cité tout à l'heure Norbert Elias dans la Société de cour. Or, l'importance du Juif de cour, qui est vraiment presque de la noblesse, puisque la noblesse dépend de lui financièrement, en cas de faillite, etc., d'emprunt, il me semble que ça a été beaucoup souligné, mais pour la France, c'est pas français, c'est en Allemagne. Mais quand même la question des alliances, je prends la parole. Non, parce que ça me donne un relais facile. Parce que dans son étude, qui s'est appuyée sur les rapports de police, André, vous soulignez véritablement le hiatus qui existe entre ces rapports de police qui sont très dépréciateurs, qui ont une approche quasiment ethnique, n'est-ce pas, des Juifs parisiens, et puis leur situation vis-à-vis de la noblesse française, de la cour qui les soutient. Et alors, à partir de là, au fond, la question que je veux vous poser, c'est que est-ce qu'il n'y a pas, même si par ailleurs vous montrez de façon très convaincante que les Lumières françaises ne se sont pas, à l'exception de Rousseau, véritablement distinguées dans ce processus d'émancipation des Juifs, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, au fond, tout un contexte, n'est-ce pas, un état d'esprit qui s'est développé pendant, au fond, tout l'âge classique, depuis la Renaissance, et qui a porté, n'est-ce pas, les Juifs autrement que comme Juifs du ghetto. Parce que, au fond, l'influence du judaïsme dans la philosophie politique, d'abord chez les maranes espagnols, n'est-ce pas, Bartholomé de Las Casas, Curiel, ensuite, au fond, chez tous ces penseurs maranisés, Montaigne, enfin d'origine, Bodin, les Anglais qui ont étudié ça beaucoup mieux que les Français, comme Cécile Roth, y inclut même quelqu'un comme Michel de l'Hôpital, bref, et au fond, toute la lutte menée ensuite par les protestants, n'est-ce pas, qui s'est appuyée sur les Écritures, eh bien, a en fait diffusé, n'est-ce pas, des idées et des aspects de la culture juive. Évidemment, le plus grand témoignage, c'est celui de Spinoza, qui était considéré comme un des plus grands philosophes, n'est-ce pas, de l'âge classique. Il y a une folie Spinoza au XVIIIe siècle. Voilà, et ça, si vous voulez, c'est quand même, il y a un zeitgeist, n'est-ce pas, qui était quand même changé. Alors peut-être pas en France, parce que c'est ça qui m'a intéressé, c'est que, mais quand même si, puisqu'on a l'abbé Grégoire, on a le comte de Clermont-Tonnerre, on a tout un mouvement pour soutenir ça. Alors Clermont-Tonnerre, c'est la bonne expression, c'est qu'en France, il y a, au moment de la Révolution, on peut dire un lobby pro-juif qui est aristocratique. Oui. C'est Clermont-Tonnerre, Duport, Condorcet.
Et Condorcet joue un rôle très important. Je voudrais ajouter quelque chose quand même sur l'importance de ce lien entre la noblesse française et les Juifs. C'est Swann et bien des personnages de la recherche du temps perdu, où il est parfaitement clair qu'ils sont de l'aristocratie, tout en étant néanmoins explicitement juifs. Les deux sont vrais. Mais pourquoi sont-ils favorables aux Juifs? Ils ne sont pas favorables aux Juifs, on pourrait le croire, parce qu'ils ont eu à leur emprunter de l'argent. Parce que ce sont vraiment... Ils ont l'esprit pur de la Révolution. C'est-à-dire, ils rêvent d'égalité. Curieusement, ces aristocrates rêvent d'égalité. La nuit du 4 août en témoigne. Pardon ? La nuit du 4 août en témoigne, bien sûr. J'aurais une toute petite question. Bon, alors, allons-y. C'est un corollaire. Pardonnez-moi. Non, mais je vous en prie. C'est un corollaire à cette discussion de fond. Qu'est-ce que cet esprit émancipateur, vous citiez Condorcet, et donc pro-juif, doit aussi à l'ancienneté qu'évoquait à l'instant Blandine, sans utiliser le terme, mais ça revient au même, des alliances royales que Yerushalmi a largement racontées entre la royauté française, qui était au fond beaucoup plus proche qu'on l'imagine de l'esprit du judaïsme, et un certain nombre de juifs, les juifs de cour qu'évoquait à l'instant François. Ça, c'est autour de la théorie du sacre. Oui, la théorie du sacre qui est d'origine, évidemment, mérovingienne, c'est Kiouin. Il y a une influence, c'est Marc Bloch qui a montré le premier, voilà, il y a une influence, n'est-ce pas, des idées... Alors, écoutez, là, je dois dire, je suis... pas très armé pour vous répondre. En revanche, je peux vous parler de la vision de l'histoire qu'ont ces juifs parisiens. Parce que l'un des responsables, qui représente un peu justement les juifs de Bordeaux, fait tout un tableau, à un moment, tout un récit, c'est dans un ouvrage qui s'appelle « Lettre à un milord ». Et dans cette lettre à un milord, il fait tout un récit de l'histoire des Juifs en Europe depuis l'Antiquité. Et aussi où il montre que les Juifs ont toujours compté, partout où ils étaient, où ils ont été acceptés, ils ont fait fleurir l'économie. Ce qui est vrai. Le commerce, parce qu'il y a au XVIIIe siècle, il y a vraiment une apologie du commerce à la Bérénale. Enfin, c'est les libéraux, la pensée libérale. On voit, et donc, bon. Or... Et la finance aussi. Quand on regarde le traité de police... de Delamarre. On regarde l'article juif. Il y a un très long article juif qui refait toute l'histoire des Juifs. C'est ça à l'inverse. C'est-à-dire qu'il montre que depuis l'Antiquité, les souverains ont eu le souci d'essayer d'écarter les Juifs. Ah, mais alors justement, à ce propos, vous faites et ils utilisent les mêmes événements et les mêmes chronologies. Qui contredisent ce qu'on nous raconte d'habitude et qui d'ailleurs est par contre consonant avec ce qu'a écrit Béatrice Didier sur l'histoire des Juifs. Vous montrez qu'il y a eu beaucoup d'expulsions, mais qu'à chaque fois, elles étaient contredites. Depuis Philippe le Bel. Qu'après Philippe le Bel, les Juifs revenaient. On les laissait revenir. Et donc, autrement dit, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait 40 000 Juifs, ce qui n'est quand même pas nul, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, présent, au moment de l'accès à la citoyenneté, et que donc, il y avait une politique qui n'était pas d'une cohérence totale. Non. Ça, vous le montrez très bien. Souvent, on les expulsait pour leur faire payer le retour. Oui, Alexandre. Oui, il est certain quand même que les liens entre certaines familles aristocratiques ou nobiliaires, notamment avec la complexité de Saint-Empire romain germanique, où quand on est expulsé d'un endroit, on peut toujours jouer sur un autre. Oui. Donc il y a une espèce d'échiquier complexe, eh bien, a permis effectivement des alliances très importantes. Je ne prendrai qu'un exemple, les Battenberg, la famille mineure du Grand-Duché de Hesse, et qui ensuite vont devenir l'amiral Battenberg, le grand chef de la Royal Navy, et qui va se changer son nom en Mountbatten, qui est une traduction toute simple de l'allemand à l'anglais. Eh bien, les Battenberg, donc, sont apparentés au XVIIIe siècle au principal financier juif de Francfort qui s'appelait Hauck, et qui a été véritablement le bienfaiteur, et puis plus que cela, de la famille, et dont la fille est rentrée dans la famille Battenberg. Alors ça, évidemment, on voit bien comment, déjà dans la reine Victoria, dans son choix
vraiment de cœur d'Israéli. D'ailleurs, on remarque qu'on a fait beaucoup de films sur Victoria, on ne parle jamais d'Israéli. C'est un point qui est absolument insupportable, je dirais, pour encore aujourd'hui un certain nombre d'historiens et d'analystes ou de biographes. Mais bien entendu, il y a ce lien dans la noblesse anglaise et dans la noblesse française avec une grande partie de l'élite financière juive. Oui, alors je reviens vers vous, André, parce que vous avez montré qu'il y a quand même un élan, n'est-ce pas, de la société française, en tout cas de ses élites, hein, même si toutes les lumières ne sont pas engagées de la même façon, en particulier l'abbé Grégoire, et que c'est lié évidemment à une poussée, un souffle révolutionnaire pour l'égalité. Et est-ce que la France, alors donc, parce qu'on dit que la France a été à ce moment-là, si vous voulez, l'école de l'Europe. Est-ce que la France a été très en avance Non. Alors, elle c'est est ça devenue, que je elle est veux devenue. savoir. Parce que vous citez l'abbé Grégoire, mais il faut citer Mirabeau aussi. Oui. Or, Mirabeau, qui lui, de toute façon, avait d'autres rapports par son milieu d'origine avec les Juifs, a surtout découvert l'émancipation des Juifs en Allemagne. Oui. Quand il a été à Berlin. Oui, à Berlin, oui. Et à Berlin, là, il a découvert d'abord, il y avait un grand esprit, Mendelssohn, qui est venu ensuite, qui est d'ailleurs venu, qui a visité la France en partie, et qui était considéré, Kant le considérait comme son interlocuteur le plus intéressant, qui était considéré par tout le monde, qui avait écrit des articles avec des non-juifs, qui participait à une revue. Enfin, c'était un tout autre milieu. Il y avait même, les femmes étaient éduquées. Alors, pourquoi Rachel Varnhagen, par exemple. Pourquoi C'est plus tard. Pourquoi Parce qu'en France, les Juifs ne pouvaient pas accéder à l'éducation supérieure. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'université, ils n'avaient même pas le droit d'aller dans les lycées. Et c'est un peu par une fabrication personnelle que des gens comme Valabrègue ou des gens comme Pereire ont acquis. Tandis qu'en Allemagne, ils avaient leurs propres institutions. Il y avait même un salon féminin à Berlin. Donc, ils avaient une instruction qui n'avait pas en France. L'Allemagne a été, de ce point de vue-là, un modèle pour la France. Elle était en avance, l'Allemagne était en avance. Très en avance. Oui, à ce moment-là, oui. Très en avance. Et Mirabeau a rapporté ça en France. Oui. Et au fond, cet homme. Mirabeau a fait beaucoup, parce qu'il a dit aussi beaucoup de bien de la République hollandaise, au moment même où elle était oubliée. Il a fait beaucoup pour l'idée républicaine. Bien sûr. Mirabeau est un esprit. Il a trahi tout le monde, c'était un politicard, mais il avait quelques croyances. Et il y a des valeurs pour lesquelles il s'est battu jusqu'au bout, toujours. Oui, c'est vrai. Et les Juifs en ont fait partie. C'est vrai. Alexandre, vous voulez dire... Il y a dans le cas Mirabeau quelque chose d'assez curieux, mais qui fait partie de l'esprit facétieux de l'homme. C'est-à-dire qu'il ferait une maison de commerce pour donner de l'argent aux insurgents américains. Et à ce moment-là, il prend le pseudonyme de Rodrigue Hortalès. Rodrigue Hortalès. Oui. Or, il semble que ce Rodrigue Hortalès, un nom tout à fait séfarade, ce soit son vrai nom. C'est-à-dire qu'il a pris comme pseudonyme précisément son vrai nom. C'est une espèce de renversement tout à fait étonnant. Et je soupçonne, moi, tout simplement, d'avoir été simplement... il s'appelait vraiment Hortalès et s'est ensuite fait appeler Mirabeau. De la même manière que le fabuliste Florian, lui aussi a fait une déclaration de judaïsme à la même époque. Alors, un mot de notre ami... Un mot historique, parce que... Mais attends, parce qu'après, est-ce que nous avons notre ami en ligne? Alors, André ne l'a pas évoqué, mais évidemment c'est inclus. Tout comme individu, rien comme nation, ça a été ressenti comment par les Juifs de l'époque, cette espèce de refus principiel, on pourrait dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme. Moi, je crois que c'était très accepté par eux. Et à mon avis, il y a dans cette... et ça exprime bien les idées tout à fait personnelles et fortes de cette partie de l'aristocratie qui était pro-révolutionnaire. Or, dans cette formule, vous avez exactement la laïcité à la française, qui est restée pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle unique en Europe. Oui, quelque chose qui était fondé sur le caractère privatif de la religion. Est-ce que notre ami, le docteur David, nous entend? Oui, cher docteur. Alors, qu'est-ce que vous voudriez dire ou demander ou exposer à notre ami André Burguière? Moi, je veux simplement dire que ce qui m'a frappé dans tout ce qui a été dit, c'est que ce sont les Allemands qui ont été les plus ouverts
par rapport aux Juifs au XVIIIe siècle et que ça s'est renversé complètement au XXe. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et alors, moi, j'ajouterais, et je vous redonne ensuite la parole, Alexis, mais j'ajouterais que quand même, ce qui est absolument, au fond, renversant dans ce livre, qui se lit d'ailleurs comme un roman, penché sur des sources qui n'avaient pas été exploitées, de nouvelles sources, eh bien, c'est de voir, comment dire, non seulement la coopération, mais le combat, n'est-ce pas, le combat de la communauté juive parisienne pour obtenir la citoyenneté et son adhésion, qui précède donc tout ce que nous verrons au XIXe siècle, son adhésion à la France et au fond à la Révolution. Parce que si après il y a eu tant de juifs qui sont venus, et c'est dû pour ça. Alors, encore un mot, cher non, Alexis. On a encore un tout petit peu de temps, visiblement, une minute, oui, c'est ce que je sens. Condorcet et les Juifs, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, justement, André, sur ce sujet ? Bon, Condorcet est incontestablement il a été pour un grand homme des Lumières. Il était aussi très féministe. Mais comment s'est illustré, disons, sa proximité vivante avec les Juifs ? Il a voté. Il faisait partie de ce petit groupe qui, dès le début, ont essayé. Ils ont pensé l'obtenir dès l'année 91. Et puis, il y a eu un contre-feu, d'ailleurs, d'un élu lorrain qui n'était pourtant pas classé particulièrement à droite, mais qui était violemment antisémite. Oui, absolument. Alors, je voudrais remercier André Burguière et signaler également à nos lecteurs un autre livre tout à fait remarquable. Peut-être que nous vous réinviterons, cher André. Les affinités sélectives, vous faites ce que vous appelez modestement, encore une fois, un parcours historiographique. En vérité, vous retracez, j'allais dire, toute la geste, n'est-ce pas, toute l'aventure, au fond, de l'école historique française. C'est extrêmement intéressant parce que c'est rarement fait. Au fond, l'histoire des idées n'est pas le fort de l'histoire sociale, mais là, vous apportez un démenti éclatant et j'y ai appris, pour ma part, beaucoup de choses. Et donc, merci beaucoup, cher André.